All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La situation au Mali, dans l'affaire le procureur contre Alassane Arabdoul Aziz Mohamed Marmoud, ICC 0112 0118. Nous sommes en audience publique. Il me semble que nous avons quelques problèmes d'interprétation avec l'accusé. Merci. Bonjour. Je souhaite la bienvenue à toutes les parties et participants, au personnel des chambres et du greffe qui sont présents dans cette salle d'audience, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent à distance. Je constate que M. Alassane est présent dans la salle d'audience. Bonjour, M. Alassane. صباح الخير. Bonjour. La Chambre souhaite remercier le greffe d'avoir œuvré pour rendre cette audience possible. En particulier dans ces temps de restriction des contacts dus à la pandémie actuelle. Je suis aussi particulièrement content de trouver tout le monde en bonne santé après cette longue période de confinement et de fermeture des locaux permanents de la Cour. Mais le virus est toujours présent, alors prenez soin de vous, s'il vous plaît. Avant de commencer nos débats, nous devons nous assurer de la bonne compréhension des langues qui sont mises à la disposition de l'accusé, le français, l'anglais, mais aussi l'arabe. Monsieur Alassane, c'est à vous que la Chambre s'adresse à cet instant. Monsieur Alassane, pouvez-vous nous indiquer si vous venez de bénéficier d'une interprétation de ce que je viens de dire à l'instant
dans une langue que vous comprenez, Monsieur Alassane. نعم. Très bien. Mais je comprends un peu quelquefois des mots arabes, j'ai entendu. Il a dit oui, mais dans mon casque, je n'ai pas la traduction en français. J'aimerais aussi avoir la traduction de l'arabe en français dans mon casque. Oui. Merci beaucoup. À l'accusé, M. Alassane, aux victimes qui de loin vont suivre nos débats, aux personnes qui, ici ou ailleurs, assistent à cette audience publique, il convient à présent soit de rappeler la composition de la Chambre, soit pour le plus grand nombre, de présenter cette Chambre de première instance 10 qui doit connaître de cette affaire. Cette Chambre, que j'ai l'honneur de présider, est composée à ma droite de Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche de Madame la juge Kimberly Prost et de moi-même, Antoine Kessiambe Mindoua, juge président de cette Chambre. Je souhaiterais inviter les parties et les participants à se présenter. Puis-je demander à Madame la procureure de bien vouloir se présenter et de présenter le membre de son équipe. Madame la procureure. Madame Bensouda, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Monsieur Gilles Dutertre, premier substitut du procureur, Madame Diane Looping, substitut du procureur, Madame Sarah Coquillot, deuxième substitut du procureur, Moussa Alafi, deuxième substitut du procureur, et moi-même, bien entendu, Fatou Bensouda, procureur. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je vais maintenant demander au Conseil de la défense de M. Alassane de se présenter. Maître. Good morning, Mr. President. Good morning. La défense de M. Alassane, Melinda Taylor avec Nicoletta Mantefusco, Mohamed Youssef, Sarah Marinier-Doucet et Dolly Shahala, équipe qui représente M. Alassane. Merci beaucoup, Maître Taylor. Je me tourne à présent vers les représentants légaux des victimes. Puis-je vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que le membre de votre équipe. Merci, Monsieur le juge président, honorable Madame le juge. L'équipe de la représentation légale des victimes est composée de Maître Mayombo Kassongo, de Maître Doumbia Seydou, qui est empêché évidemment à cause de la situation que nous connaissons sanitaire liée au Covid-19, de Madame Lepage et de Madame Bieke, ainsi que de moi-même, Fidel Nsita, avocat. Merci beaucoup, Maître Nsita. Je ne sais pas s'il y a un représentant du bureau du greffier. On me fait signe que non. Très bien. À présent, je vais tout d'abord faire quelques observations d'ordre général concernant les principales étapes procédurales de cette affaire. Ensuite, les charges seront lues à l'accusé et ce dernier aura la possibilité de plaider coupable ou non coupable. Nous procéderons
alors à l'ouverture des déclarations liminaires, en attendant Madame la procureure et probablement ses substituts. Les représentants légaux des victimes et les conseils de la défense ont, quant à eux, décidé de présenter leur déclaration liminaire à une date ultérieure, avant les débuts de la présentation de leurs éléments de preuve, et nous n'entendrons donc pas leur déclaration liminaire aujourd'hui. Je rappelle que M. Alassane a été transféré à La Haye le 31 mars 2018, suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre par la Chambre préliminaire 1. Au terme de la procédure conduite par la Chambre préliminaire, une audience de confirmation des charges s'est déroulée au mois de juillet 2019 et la décision confirmant les charges a été rendue le 30 septembre 2019. Évidemment, je marque de pause pour les interprètes. La Chambre préliminaire a ensuite rendu une décision amendant les charges le 23 avril 2020. La présente Chambre a été constituée, puis saisie de cette affaire au mois de novembre 2019. Depuis lors, s'est déroulée une phase de mise en état du procès, conduite à un rythme soutenu, destiné à préparer les débats qui s'ouvrent sur le fond aujourd'hui. Nous en venons à la lecture des charges et au plaidoyer de culpabilité. Selon l'article 64, paragraphe 8 du statut, à l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture aux accusés des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65 ou de plaider non coupable. Conformément à l'article 64, paragraphe 8 du statut, il va donc être donné lecture à l'accusé des charges telles qu'elles sont énumérées dans le document autonome énonçant les charges, en anglais, the Self-Contained Set of Charges, document qui a été rédigé aux fins de cette audience sur la base de la décision de confirmation des charges ainsi que celle amendant les charges rendues par la Chambre préliminaire, respectivement le 30 septembre 2019 et le 23 avril 2020. Certains éléments relatifs aux charges restant à ce stade confidentiels
pour assurer la protection des victimes concernées, ces charges seront lues à l'accusé à huis clos. Il lui sera demandé s'il comprend la nature de chaque charge. Il sera également demandé à M. Alassane s'il entend enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, étant rappelé que ce n'est pas une obligation pour l'accusé en vertu de l'article 64, paragraphe 8 du statut. Au préalable, la Chambre estime qu'il est nécessaire de procéder à la lecture d'un bref résumé des charges portées à l'encontre de l'accusé dans le but d'informer le public de la nature des audiences sur le fond qui débutent aujourd'hui. Je note que ce résumé n'est pas de nature à se substituer aux charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire, parce qu'il s'agit simplement d'une présentation de l'affaire destinée au public qui nous écoute aujourd'hui, présentation qu'il est par ailleurs possible de retrouver dans les documents mis à disposition du public et des médias par l'unité des affaires publiques de la Cour. Je vais donc procéder à un tout petit résumé. L'affaire portée devant cette Chambre concerne les faits suivants. Entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013, les groupes armés en Sardine, AQMI, constituant une organisation, auraient mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et de la région du même nom. Pendant cette période, en Sardine, AQMI aurait imposé son idéologie à la population et à cette fin, les membres d'Ansardine AQMI auraient commis de multiples actes visés à l'article 7, paragraphe 1 du statut, en application ou dans la poursuite de la politique de ces groupes armés ayant pour but une telle attaque. Les actes reprochés auraient été commis dans le cadre de cette attaque. Il s'agit des crimes de torture, chef 1, autres actes inhumains, chef 2, autres actes inhumains prenant la forme de mariage forcé, chef 8, esclavage sexuel, chef 9, viol, chef 11, et persécution,
chef 13, en tant que crime contre l'humanité. D'autres crimes visés aux articles 8, paragraphe 2, C et 8, paragraphe 2, E du statut et reprochés à M. Alassane auraient été commis dans le contexte d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international, se déroulant au Mali pendant la période considérée et y seraient associés. Les actes reprochés sont torture, chef 3, traitement cruel, chef 4, atteinte à la dignité de la personne, chef 5, le crime de condamnation prononcé sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Chef 6. Le crime d'attaque contre les biens protégés. Chef 7. Le crime d'esclavage sexuel. Chef 10. Et viol. Chef 12. En tant que crime de guerre. M. Alassane aurait exercé quotidiennement des fonctions et des pouvoirs au sein de la police islamique et au sein de l'organisation. Et il aurait contribué aux activités de leur organisation à Tombouctou, au moins dès le 7 mai 2012 jusqu'au 28 janvier 2013. Sur cette base, M. Alassane serait pénalement responsable des crimes visés au chef 1 à 13 de charges précitées et telles que confirmées par la Chambre préliminaire. Ce résumé étant lu, nous allons maintenant passer à huis clos pour donner lecture de l'ensemble des charges confirmées par la Chambre préliminaire. Pour l'information du public, je note que nous devrions être de retour en session publique dans environ 45 minutes. Madame la greffière d'audience, veuillez passer à huis clos, s'il vous plaît.
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Très bien. Merci beaucoup, Madame la greffière. Voilà. Donc maintenant, je vais me tourner vers M. Alassane pour lui demander s'il comprend la nature de chaque charge portée contre lui et pour lui donner la possibilité de plaider coupable ou non, tel que prévu à l'article 64, paragraphe 8 du statut. Je constate que Maître Taylor est debout. Maître, vous avez la parole. Thank you very much. Maître Taylor, merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, j'aimerais demander à la Chambre de permettre à Madame Montefusco de s'adresser à la Chambre sur une question spécifique de Monsieur Alassane pour répondre à ces questions. Merci. Allez-y, Madame Maître Montefusco. Is the chamber able to hear me? Madame Montefusco, est-ce que la Chambre m'entend? Oui, merci, Monsieur le Président. La défense souhaiterait soulever une question en ce qui concerne le doute qu'elle a, en ce qui concerne la possibilité de l'accusé de se trouver présent au procès à ce moment. Elle demande à ce que la Chambre ordonne un examen qualifié pour l'aider à faire une évaluation et voir si M. Alassane a la capacité d'exercer de manière significative ses droits à un procès équitable évoqué à l'article 67 du statut et détaillé ensuite dans l'écriture que je ne vais pas citer, les différentes écritures au sujet de Laurent Gbagbo, Ongwen, etc., ainsi que la décision Strugar au TPY. La Chambre prend en considération toutes les circonstances pertinentes en cette affaire pour déterminer si elle doit mettre en place certains arrangements pratiques pour limiter l'impact négatif à l'égard d'un procès rapide et équitable. La défense, effectivement, doit donner priorité à établir effectivement cette condition préalable. Pour ce qui est de l'opportunité de cela, la capacité physique à supporter un procès n'arrive pas à son terme à la fin du procès. C'est une question qui peut être soulevée de manière rétrospective et par conséquent, la défense estime que contrairement à la position de la Chambre, il faut étudier ces questions au préalable. Cela ne saurait être considéré comme étant présenté à un moment non opportun. Sinon, il s'agirait de l'application d'un pouvoir arbitraire de la part de la Chambre. Il faut que l'accusé puisse participer de manière significative à son procès, exercer ses droits à un procès équitable. La Chambre, à plusieurs reprises, pendant toute l'historique de la procédure de cette affaire, soulevé cette question. Elle a soulevé cette question en particulier dans sa requête pour annuler la procédure. Nous le faisons une nouvelle fois ce matin. Pendant la conférence de mise en état du 30, le juge unique a reconnu que la défense pourrait
avoir d'autres questions à soulever devant la Chambre et la Chambre écouterait ces préoccupations d'une oreille favorable et les étudierait. À cet égard, la défense a demandé une ordonnance de la Cour. Elle a dû le faire pour pouvoir rendre visite à son client en personne, étant donné les défis qui ont été posés par la COVID à l'égard de toutes les parties et également de la Cour dans son ensemble. La défense n'a pas été en mesure, malgré tout, de voir M. Alassane. Lorsque la défense a pu le rencontrer pour la première fois en 4 mois, la défense a été alarmée par l'état de son client. Elle a eu une discussion avec lui et sur la base des résultats de cette discussion en personne avec lui, la défense a demandé à confirmer ou infirmer le fait que effectivement l'accusé était en mesure d'assister à son procès. Nous avons demandé au docteur Porterfield de tenir une conférence téléphonique d'urgence avec lui. Monsieur Porterfield est un expert de confiance de Monsieur Alassane. Cet expert a émis une lettre le 8 juillet 2020 qui a été transmise par la défense à la Chambre en reconnaissant une situation de désassociation chez le client qui cause une difficulté grave et une angoisse chez l'accusé. L'accusé qui évite ses souvenirs. Il souffre donc de troubles de désassociation. Ce sont des symptômes psychiatriques, neuropsychiatriques, qui provoquent une rupture dans les expériences sensorielles et dans les perceptions. L'accusé n'est ainsi pas en mesure de comprendre les charges qui pèsent contre lui. L'accusé n'est pas en mesure de conceptualiser les conséquences que ce procès peut avoir pour lui. Il n'est pas en mesure non plus de préparer sa défense. Il doit pouvoir comprendre les éléments de preuve qui pèsent contre lui. Comment est-ce que quelqu'un qui souffre d'un tel stress post-traumatique, comment peut-il suivre un procès alors qu'il souffre de troubles de la dissociation, qu'il évite tous les souvenirs? Comment peut-il être en mesure d'assister son conseil dans l'analyse des éléments de preuve pour pouvoir se préparer de manière adéquate et avoir une défense efficace? Par conséquent, il ne s'agit pas de savoir si le temps est opportun. En droit, la défense aujourd'hui demande à la Cour, et l'a fait aujourd'hui, ce matin, à 10 heures, demande à ce que le témoin, à ce que l'accusé, s'excuse l'interprète, puisse être évalué et que l'on puisse vérifier que M. Alassane est bien en mesure, effectivement, d'assister à son procès en toute connaissance de cause. Merci beaucoup, Maître. Vous avez constaté, la Chambre a suivi très attentivement votre présentation. En réalité, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que votre client n'est pas capable de suivre son procès, pour l'instant. Mais la Chambre n'est pas régulièrement saisie pour pouvoir se déterminer de quelle façon, si l'accusé est capable physiquement ou mentalement de suivre le procès ou pas. Vous avez cité le docteur Porterfield, mais selon le rapport que j'ai, le même docteur a dit qu'il suffirait qu'il faudrait qu'un clinicien puisse examiner l'accusé.
Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas encore saisis. Votre équipe a déposé des écritures et la Chambre a délibéré là-dessus. Je voulais donner lecture et rappeler certaines décisions immédiatement après le plaidoyer au nom des culpabilités de l'accusé. Et comme vous soulevez ce problème maintenant, je constate qu'il reste 10 minutes pour la pause. La Chambre va se retirer pour, au retour, répondre à ce que vous dites et en même temps résoudre, donner lecture des décisions, ou plutôt rappeler les décisions qui ont déjà été prises sur ces matières sur lesquelles vous avez déposé de nombreuses écritures. Donc, la Chambre va se retirer, mais dans un premier temps, ou plutôt avant de se retirer, j'aimerais savoir si le procureur a quelque chose à dire là-dessus. Madame la procureure. Ah, Monsieur Duterte. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bonjour, Madame la juge. Bonjour, Madame la juge. J'essaierai d'être très bref. This request is obviously late. Cette requête arrive trop tard, c'est bien évident. L'ouverture du procès était fixée à 10 heures ce matin. À 9h57, tout le monde a reçu un exemplaire de courtoisie d'une requête présentée par la défense au sujet de l'état de santé de M. Alassane, ce qui veut dire à la toute dernière minute, 3 minutes avant l'ouverture du procès. Bien après la date fixée pour la présentation de questions à soulever avant le début du procès. Le délai était le 1er juin. Bon, la rapidité des débats, Monsieur le Président, comme l'arrêt en l'affaire Ongwen, arrêt 1562 au paragraphe 2, et je le cite, fait partie du procès une règle de procédure qui exige des parties de soulever certaines questions à un moment donné dans le temps qui n'est pas nécessairement incompatible avec les droits de l'accusé. Fin de citation. D'une manière plus générale, la Chambre d'appel, comme l'a souligné justement cet arrêt, que les parties doivent agir dans des délais raisonnables, en particulier en ce qui concerne les observations qui peuvent avoir un impact sur le déroulement rapide de la procédure. Je fais référence ici à l'arrêt en appel Katanga 2259, paragraphe 55. En la présente affaire, il y avait largement le temps pour la défense de déposer une telle requête bien avant et d'organiser des conférences téléphoniques ad hoc avec le docteur Porterfield au mois de juillet. Comme il a déjà été dit, il existe des indices clairs que M. Alassane, d'une manière générale, comprend la procédure et qu'il a la capacité de fournir des instructions précises à son conseil. Il n'y a pas d'éléments de preuve suffisantes pour prouver son état de santé qui ne lui permettrait pas d'assister au procès. La défense s'appuie sur le rapport de son propre consultant. En fait, il y a des indices aujourd'hui qui prouvent le contraire, c'est-à-dire que M. Alassane est bien en état d'assister à son procès. L'accusation considère que la requête de la défense aux fins de reconsidération d'une décision au sujet de l'ajournement demandé par la défense, nous considérons que cette requête est nulle et non avenue. Cette requête arrive tard, elle a été envoyée ce matin, avant que l'accusation ne puisse réagir. Nous pouvons aujourd'hui
donner la possibilité à l'accusé de plaidoyer coupable ou non coupable, comme vous l'avez suggéré, en sachant bien que ceci n'est pas une obligation pour l'accusé. Pour cette raison, l'accusation demande que nous procédions aujourd'hui et poursuivions l'ouverture du procès. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Maître Taylor, vous avez la parole. Thank you very much. Maître Taylor, merci, Monsieur le Président. Étant donné que la défense doit toujours avoir le dernier mot, je voudrais évoquer un élément factuel très important. La possibilité, ce sont les limites légales. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été en mesure d'envoyer un expert au centre de détention pour qu'il puisse examiner M. Alassane. Et je crois que n'importe quel expert sur des questions juridiques, même en dehors de cette salle d'audience, ne pourrait pas dire que l'on puisse faire une évaluation au sujet sur cette question simplement par téléphone. Pendant les 4 derniers mois, nous avons à plusieurs reprises, et nous avons insisté, nous avons indiqué, nous avons besoin d'aller au centre de détention. Nous l'avons indiqué dans toutes nos écritures. Nous voulons pouvoir effectuer les évaluations nécessaires. Nous avons mis entre vos mains toutes les informations dont nous disposions, et ceci avant la Covid. Le 16, et nous avons déposé cette écriture du 16 juin où nous avons demandé que les médecins puissent effectivement constater ce trouble de dissociation. La Covid a simplement empêché M. Alassane de voir un expert médical, et nous-mêmes n'avons pas pu faire en sorte que cet expert puisse se rendre au centre de détention. Le Covid, effectivement, a eu un impact sur tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures pour contrebalancer cet effet. Lorsque nous avons demandé à la Chambre des mesures, eh bien, on nous a répondu que ces mesures n'arrivaient pas au bon moment. La situation n'est pas statique. Nous avons à plusieurs reprises indiqué que nous devions pouvoir constater son état de santé. Nous avons indiqué à plusieurs reprises que cet état de santé risquait de se détériorer. Nous ne pouvions pas procéder plus tôt. Ça n'était pas possible, tout simplement. Et M. Alassane, en tant qu'accusé dans ce procès, ne doit pas voir ses droits fondamentaux remis en cause à cause d'une situation qui est en dehors de son contrôle et à cause de formalités bureaucratiques qui n'ont pas pu être respectées. Merci. Merci beaucoup, Maître Taylor. La Chambre va se retirer. Il est presque temps pour faire la pause. Et la pause est de 45 minutes. Donc, dans 45 minutes, nous allons revenir et nous allons donc donner la décision sur ce que vous venez d'avancer. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.